Donc, ils étaient conservés dans des petites fioles que vous voyez ici. Alors, ces fioles-là, elles ont été ramassées aux encombrants par une habitante de Morcourt, passionnée de patrimoine. Et c'est grâce à elle que j'ai pu le voir. Donc, les chambres, c'était à raisin, c'était des chambres obscures, protégées de l'extérieur parce que justement sans aucune ouverture, donc à température égale, à l'intérieur desquelles on mettait des murs entiers couverts de fioles comme celle-ci. Dans ces fioles, on mettait de l'eau, un charbon de bois pour purifier l'eau et une grappe de raisin. Et ça permettait de vendre sur le marché parisien du raisin, donc c'était un marché assez cher, hein, enfin, on s'imagine bien, mais jusqu'au mois de mars, ces raisins étaient... Voilà, et donc voilà les fioles. Donc, alors il y a deux modèles de fioles, en plus c'est tout à fait passionnant. Ce modèle-là, qui a une sorte de petite épaule ici, qui permettait du coup de le mettre facilement dans les trous. Il n'avait pas besoin d'un soutien en dessous puisqu'il tenait dans le trou. Celui-ci, par contre, il fallait le soutenir en dessous. Donc c'est une amélioration du système. Et cette fiole-là, elle a encore son charbon de bois pour purifier. On transportait ce raisin dans des paniers, donc comme c'est la même chose, ramassé aux encombrants et conservé pieusement par l'habitant de Morcourt. Et puis donc sur le marché parisien, eh bien, on faisait de la publicité. Alors vous voyez, vendu à la maison Bretodeau, et l'été à Trouville, à Cannes aussi, enfin donc c'est vraiment du haut standing. Et la dame qui a ramassé tout ça m'a dit, malheureusement, moi je suis arrivée trop tard, j'ai pas eu les grands hôtels parisiens, parce que les gens avaient ramassé, donc vendu, je sais pas de nom d'hôtel, de palace, enfin au palace un tel, donc il était temps que j'arrive. Et il y a aussi des cloches à raisin, parce qu'il faut imaginer le travail considérable de cette culture du chasselas. Ça n'était possible qu'avec une main-d'œuvre considérable, souvent féminine, parce que le raisin, il fallait le ciseler, c'est-à-dire au moment où il commençait à pousser, il fallait enlever les grains pour que les grains pas très jolis, pour que les autres parviennent bien à maturité. Il fallait 15 jours avant la récolte mettre des cloches à raisin comme ici pour éviter que la pluie ne tache le raisin ou que des insectes ne viennent s'y installer. Enfin, un travail considérable qui explique aussi d'une part que ça valait très cher, d'autre part que ça ait disparu quand le raisin, le chasselas de Moissac est arrivé et que les transports frigorifiques, enfin, surtout les frigidaires, ont permis de conserver de manière plus simple, on va dire, ce raisin. Un autre exemple que j'ai trouvé, le patrimoine industriel. Alors, ça peut être très beau le patrimoine industriel quand la photographie, c'est là qu'on voit l'avantage d'avoir un bon photographe avec soi. Vous voyez, une très belle photo. On est à Bonnières-sur-Seine. Je ne sais pas si vous connaissez Bonnières-sur-Seine, c'est justement de l'autre côté de ce méandre que je vous montrais. Et l'histoire c'est pas seulement le fait qu'il y a de l'industrie qui est intéressant, c'est la manière dont l'industrie est arrivée à Bonnières. Alors, il faut faire un petit peu d'histoire. À Bonnières se trouvait un relais de poste, parce qu'on est sur la route royale qui allait jusqu'en Normandie. Qui dit relais de poste dit un maître de poste, c'est-à-dire un personnage riche qui avait des chevaux, et quand on relayait, on prenait les chevaux, et enfin, c'est tout un système. C'était vraiment un personnage riche dans une ville. Catastrophe pour lui, en 1842, arrive la première ligne de chemin de fer de l'Ouest, la ligne Paris-Rouen, et donc lui est assez âgé, mais son fils Jules Michaud sent bien que les temps sont en train de changer et qu'il faudrait peut-être faire autre chose qu'avoir un relais de poste. Donc, et il a de l'argent, comme je vous disais. Alors il fait deux choses, il achète le domaine de la duchesse de Berry, qui était à Rosny justement, et qui avait des terres considérables, 270 hectares, donc qui vend son territoire. Et là, il se lance dans l'exploitation agricole. Et il construit même des fermes modèles, donc que voici ici. Et ces fermes modèles ont donné naissance à la société Magie. Enfin, la société Magie a acheté ces fermes modèles et s'est lancée dans l'industrie laitière. Donc on est parti du maître de poste et on est dans la laiterie. Et puis il avait vraiment, c'était un capitaine d'industrie, Jules Michaud. Il a d'ailleurs servi d'exemple à une figure de Zola. Je ne sais plus dans quel ouvrage, mais Zola le représente. Donc il a aussi construit une usine de schiste bitumeux. Et puis c'est à partir de cette usine de schiste bitumeux qu'on a eu l'usine Singer, donc l'usine des machines à coudre entre
dans les années 30 jusqu'aux années 60. L'usine métallurgique Piret aussi, donc là c'est un Belge qui pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, s'est installé à Bonnières et a lancé une usine métallurgique. Et donc tout cela a donné naissance à des logements d'ouvriers. Alors je vous en montre des exemples. À Freneuse, c'est une sorte de cour commune autour de laquelle sont distribuées des maisons. Ça c'était les logements Piret. Mais voici aussi les logements, la cité Hervé Duchesne, Saint-Ger à Freneuse, donc des pavillons et des immeubles. Donc vous voyez, quand on tire les fils d'un territoire, finalement on va très loin. On part de pas grand-chose et on va très loin. Et voilà, je trouve ça extraordinaire, cette usine Magie à Bonnières, donc les vaches laitières. Il ne faut pas oublier que le lait, c'est vraiment la base, enfin, c'est vital à cette époque-là, enfin, aujourd'hui encore, mais le transport du lait, c'est quelque chose, c'est compliqué. Donc il fallait que les laiteries ne soient pas très loin. Bon, tout le monde a en mémoire les fermes qui étaient proches de la région parisienne, enfin, on en entend souvent parler, mais là, c'était industriel. Et voilà, quand vous êtes à Freneuse et que vous voyez ça, vous dites, mais où suis-je? Suis-je en Suisse, là? Eh bien, c'est un des vestiges de l'ancienne ferme de Magie. Alors, un autre sujet, donc, la villégiature. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la villégiature, elle date du XVIe siècle, des maisons des champs. Et alors, on la devine souvent quand on regarde le cadastre napoléonien. Par exemple, ici, comme tout à l'heure, Laurence vous a montré ces grands domaines qu'on voit sur les cartes. Là, sur le cadastre napoléonien, on voit cette maison dont on sait que ça va être certainement très intéressant. Et voilà ce que ça donne sur place. Donc, c'est une belle maison. Alors, là, je n'ai pas encore fait la recherche, mais je suis sûre qu'il s'agit d'une maison de villégiature, étant donné l'emplacement où elle se trouve, puisque juste en face d'elle, ici, se trouve un jardin qui va jusqu'à la Seine. Donc en fait, c'est vraiment une grande maison avec vue sur la Seine qui était très certainement destinée à la villégiature. Voilà d'autres exemples de villégiature plus petits. Quelque chose d'énorme qui s'appelle la Villa Sarita, qui est à Rolleboise. Donc Rolleboise, c'est toujours dans ce territoire-là. Et c'est une maison qui a 1000 mètres carrés habitables et qui a été construite en 1908 pour un riche parisien en fait. Et voilà, c'était une maison de villégiature aussi. Donc voici la vue. Donc c'est toujours la même chose. Alors, pour être franche, c'est pas exactement la vue depuis la maison parce que je n'ai pas pu rentrer, mais c'est un peu plus loin. Et donc on voit la vallée de la Seine avec la belle écluse de Vaucourt ici. Enfin, la villégiature et la vue vont en général ensemble. Bon, voilà d'autres exemples. La villégiature, c'est aussi un pavillon en fait. Hein. Il y a la villégiature des gens riches, mais il y a aussi la villégiature des gens plus modestes qui se construisent un petit pavillon. Alors, de plus en plus, bon, voilà, des villas. Voilà, ça peut être ça aussi, la villégiature. C'est ce qu'on appelle aussi un cabanon, qui permettait d'aller juste le dimanche cultiver son jardin et vivre au bon air, et puis ramasser les légumes qu'on consommait la semaine. Bon, voilà d'autres exemples de villégiature, je passe. Non, j'aimerais... cette villa-là, je l'aime bien parce qu'elle a été construite en 1909. Elle est à Porcheville. Porcheville, vous connaissez davantage cette commune pour sa grosse centrale. Eh bien, avant d'avoir une centrale, c'était un charmant village bucolique dans lequel on allait en villégiature. Il y avait même un boulevard des Parisiens. C'était son nom, qui a changé de nom depuis. Je trouve que c'est dommage. Et cette maison-là s'appelle la villa Écoute s'il pleut. C'est un joli nom. Voilà une autre. Alors, si je vous dis les Mureaux, c'est pareil, les Mureaux, j'imagine que vous ne pensez pas villégiature. Non. Eh bien, voilà cette maison-ci, en bord de Seine, belle maison de villégiature, construite par l'architecte Saunier. Et la boucle est bouclée, c'est celui qui a fait la chocolaterie Meunier. Donc, on est en 1876, et c'est un riche industriel qui vient s'installer ici en bord de Seine. Bon, je passe. Alors, donc aujourd'hui, on ne dit plus villégiature, on dit résidence secondaire. Mais vous voyez, aujourd'hui encore, dans ces territoires-là, par exemple à Moisson, 22% des maisons sont dévolues à résidence secondaire. Donc c'est une activité qui perdure encore aujourd'hui. Et je vais finir là-dessus, j'aimerais vous présenter un exemple exceptionnel complètement oublié, qui est la plage de Paris, Élisabethville. Alors vous voyez
Donc la Seine se trouve en haut de la photographie, et le lotissement d'Élisabethville, qui est sur la commune d'Aubergenville aujourd'hui, aux portes de Flins. Si je vous dis Flins, vous pensez Renault et vous ne pensez pas villégiature. Eh bien, à Élisabethville, dans l'entre-deux-guerres, on allait en villégiature. Et donc, on allait sur la plage de Paris, et voici la plage. Donc, vous voyez, très fréquentée. En fait, en face se trouve Jusier, mais ici, donc, c'est la plage de Paris. Flins, les usines Flins, Renault, ici, elles sont là aujourd'hui. Donc, elles sont là. Enfin, les choses ont changé. Dans ce lotissement donc, qui a été fait, alors il s'appelle Élisabethville, en souvenir de la reine Élisabeth de Belgique, la reine des Belges, par un investisseur, c'est tout simplement un investisseur belge qui a fait cette villégiature. Et donc, voilà le type de pavillon qu'on pouvait trouver. Alors ça, ça fait partie du travail préalable au terrain. On cherche toute la documentation qu'on peut trouver. Laurence vous en a parlé. Voilà une maison, comme on est en train de le faire. On ne l'a pas encore trouvée, celle-ci, mais on espère bien la trouver. Celle-ci, par contre, on l'a trouvée. Donc, c'est toujours satisfaisant quand on est comme ça. Et puis, pour terminer, je voudrais les grands ensembles. Donc, c'est un sujet récent chez nous. Il faut dire qu'avant, on ne les regardait pas trop, mais après tout, ils datent des années 60, 50-60, et bon, ils sont là, il faut bien en tenir compte. Alors j'aimerais vous parler d'un grand ensemble assez exceptionnel qui est à Vernouillet. Donc, alors à Vernouillet, c'est une vue aérienne, ça, qui date de 1955, avant l'arrivée du grand ensemble. La Seine se trouve ici, si vous voulez un peu plus loin, là il y a le chemin de fer, puis après il y a la vallée de la Seine. Et ici se trouve un château, qui est aujourd'hui une résidence pour personnes âgées. Et donc voilà, il y avait ce grand jardin, donc qui énorme, qui est un jardin paysager qui a été aménagé par Girardin. Girardin, c'était l'ami de Rousseau, et c'est un riche et lettré personnage qui avait la passion des jardins et qui a fait le jardin d'Ermenonville. Je pense que ça, vous en avez entendu parler. Eh bien, à Vernouillet, il s'est retiré après la Révolution. Il a été très déçu par l'attitude des habitants d'Ermenonville, lui qui était rousseauiste et très bienveillant vis-à-vis des populations. Il a été dénoncé, sa famille a été arrêtée, enfin bon, il a été très déçu, donc il a quitté Ermenonville et il est venu se réfugier chez un de ses amis à Vernouillet, le châtelain de Vernouillet. Et pour le remercier, il lui a aménagé un immense jardin. Et c'est dans ce jardin qu'en 1959, donc, a été construit ce grand ensemble-ci. Alors évidemment, c'est un peu brutal de montrer les deux photos, mais en même temps, l'architecte qui a fait ça, qui s'appelle Stockhoff, qui est un grand architecte alsacien, a parfaitement lu tous les écrits de Girardin et il a essayé d'en tenir compte dans son... Alors vous voyez par exemple le château donc, qui est ici et qui était là. Donc les grandes barres tiennent compte en fait de cet espace ouvert et sont orientées de telle sorte que la vue subsiste vers la Seine. Je vous montre ce que ça donne aujourd'hui. Donc voilà le château, voilà les grands ensembles. Bon, ils n'ont pas l'aspect qu'ils avaient lorsque Stockhoff les a construits, parce qu'entre-temps, ils ont été réhabilités, c'est-à-dire doublés à l'extérieur, avec un peu d'amiante d'ailleurs, fabriqué sur place. Il va falloir les désamianter sans doute. Mais en tout cas, il y a cette grande pelouse au milieu qui tient compte de la perspective. Et puis surtout, il y avait au milieu encore la rivière. En fait, tout jardin paysager de la fin du XVIIIe siècle, il a son temple de l'amour. Et il y avait un temple de l'amour, malheureusement, il n'y a plus que ça aujourd'hui, il y a quelques ruines, mais il est là. Et puis il y avait la rivière, il y avait son île, enfin, c'est tout ce qu'on trouve partout ailleurs. Et bien la rivière, elle est encore là, en fait, et elle était en eau dans les années 60. Malheureusement, il y a eu des accidents, forcément, c'est quand même dangereux pour des enfants enfin, qui jouaient ici, donc elle est à sec aujourd'hui. Mais tout est là encore, en fait, c'est ça qui était extraordinaire. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que. Est-ce que j'ai encore un petit. Peut-être vous voulez dialoguer? Je ne sais pas, c'est la direction. Alors je continue. À force d'arpenter le territoire, finalement, on retrouve
j'ai appelé cette partie menace sur le patrimoine ordinaire parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur. Parce que le patrimoine ordinaire, donc ce que j'appelle le patrimoine ordinaire, c'est tout ce qui fait l'identité des lieux en fait. C'est-à-dire qu'un village, une ville, elle doit son identité bien sûr à son église, à sa mairie, à son école, mais aussi à toutes ces maisons qui font ses rues. Et ce patrimoine-là, il n'est pas forcément vu. Donc c'est pour ça qu'il est menacé en fait. Alors par exemple, un sujet qui me tient à cœur, la lucarne. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à Andrézy, j'avais accompagné le chargé d'études de la ZPPAUP et en l'accompagnant, donc je me suis un petit peu penchée sur les règlements qui existaient à Andrézy. À Andrézy, donc dans les années 80, il y a eu un premier règlement qui disait un règlement fait à la va-vite, on va bien dire, qui disait qu'à Andrézy, il n'y avait que deux sortes de lucarnes, les lucarnes à la capucine et les lucarnes en bâtiment, donc les deux qui sont là, et que de ce fait, il ne devrait plus y avoir à Andrézy, pour tout aménagement, que deux sortes de lucarnes. Donc alors c'est totalement faux, évidemment, il y avait des dizaines d'autres sortes de lucarnes, mais on a stéréotypé en fait les choses. Et alors, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Ce bâtiment, enfin c'est un exemple, hein. Donc on est à Andrézy. Ce bâtiment-ci, c'était une maison de campagne du XVIIIe siècle. Bon, je vous l'accorde, elle a beaucoup souffert. Elle a été transformée en maison de villégiature au XIXe siècle. Vous voyez, néo-normande, un petit peu néo-rustique, avec cette très belle lucarne. Et puis aujourd'hui, c'est un centre d'accueil pour personnes handicapées. Et donc, il a bien fallu ouvrir des lucarnes dans les toits pour rentabiliser le comble. Et donc, comme il n'y a que deux sortes de lucarnes autorisées, là, on a mis que des lucarnes en matière. C'est vraiment quand même assez déprimant. Donc voilà, ça, c'est les lucarnes telles qu'elles étaient avant. Évidemment, elles rentrent dans aucune des deux catégories prédéfinies, on se demande pourquoi. C'est juste un stéréotype rapide qui a été fait. Donc la première menace, comme je vous disais, c'est la standardisation. On va dire. Une autre menace qui est celle-ci bien réelle, et ne croyez pas que je veux dire qu'il ne faut pas densifier, ce n'est pas la question, et peut-être le faire de manière réfléchie, la densification. Alors je vous montre toujours à Andrézy ce territoire-là, qui s'appelle le Clos des Barils, qui a toujours d'ailleurs une maison ici, et puis ici, quelque chose d'assez exceptionnel que je vous montre, qui est un belvédère. Alors c'est une maison des années 50, adossée à un belvédère qui lui est du XVIIIe siècle. Et dans les sources, à Andrézy se trouve qu'il y a un terrier qui a été conservé, et donc ce belvédère est appelé de cette façon-là. C'est un belvédère au milieu des vignes dans lequel on se rendait. C'est le propre de la villégiature, c'est de n'avoir rien à faire, pas de travail à faire. Ce sont des gens oisifs, et donc ils vont admirer la Seine, comme à Sceaux, il y a le pavillon de l'Aurore pour admirer le lever du soleil. C'est du même ordre. Donc il y avait ce belvédère qui permettait d'admirer la Seine. Or, voici ce qu'il admire aujourd'hui, le belvédère. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu un lotissement. On est quand même... Rien n'est jamais gagné, parce qu'on est dans une commune dans laquelle il y a une ZPPAUP, c'est-à-dire, vraiment, normalement, on prête attention au patrimoine. Et, alors, vous voyez, bien sûr, le règlement est respecté. Il y a des lucarnes en bâtière, en voiture, en volant. Mais... évidemment, le pavillonnaire aussi est une menace. Là, on est à Freneuse, donc dans ce méandre de la Seine que je vous montrais tout à l'heure. Le pavillonnaire qui grignote les champs est aussi un élément. Ce qui menace aussi le patrimoine, c'est la mode d'écroutage des moellons. Donc là, cette façade-là, à l'évidence, elle était destinée à être enduite. C'est-à-dire, vous voyez la corniche moulurée le montre. Ces moellons qui sont irréguliers, qui ne sont pas très beaux, ils étaient destinés à être cachés. On est là dans une maison du XVIIIe siècle qui a été transformée, mais qui existe sur le cadastre napoléonien en tout cas. Et donc, ça c'est une mode qui a quand même, je dirais, qui date des années 60, que je schématise en disant c'est la mode du néo-rustique, c'est-à-dire on décroute les façades pour faire voir des moellons. Ça ne veut pas dire qu'aucun moellon n'était apparent, mais ça dépend des régions. En Bretagne, évidemment, quand on a du beau granit,
il est apparent, on ne va pas se mettre à l'enduire. Mais en Ile-de-France, soit les moellons de meulière, soit les moellons de calcaire comme ici, qui étaient pas très soignés, étaient destinés à être endus. Or, il y a vraiment voilà encore un exemple. Alors là, c'est plus frappant. On a mis des faux linteaux de bois. Les linteaux de bois, ils n'étaient pas destinés à être vus non plus. Ils étaient enduits. Et là, on voit bien la corniche moulurée, le bandeau ici qui sépare les étages. Tout ça était destiné. Rien disparaît. Même cette belle maison-là, cette grosse maison, était enduite. Enfin, on ne comprend pas un fronton comme ça. La mode néo-rustique, ça existe, bien sûr, mais pas avec un fronton comme ça. Enfin, Et alors, dans le genre aussi transformation, donc regardez bien cette vieille ferme seigneuriale, dite seigneuriale parce qu'elle a son colombier, ici encore. Quand j'ai vu la carte postale, j'étais contente, je me suis dit, ça va être passionnant. Vous notez au passage qu'il n'y a qu'une seule lucarne, parce qu'en fait, dans le monde rural, on a besoin que d'une lucarne. La lucarne, elle est utile, elle sert à monter les choses au grenier. Je ne parle pas du milieu urbain où il y a beaucoup de lucarnes, parce qu'on aménage les communes. Voilà ce que c'est devenu. Alors, donc, je suis sûre que moi, vous voyez, vous avez toujours le colombier, là, mais cette maison-là, elle a été embourgeoisée, en quelque sorte. C'était une ferme, tout simplement, avec des ouvertures irrégulières. Elle était en moellon enduit, et puis on a fait un faux parement de briques, enfin, beaucoup de transformations. Alors ça, c'est une transformation importante. En voici une autre plus légère. C'est à Bonnières, un ensemble de 2 maisons. Je vous les montre toutes les deux. Ce qu'on appelle dans notre typologie des maisons jumelles, c'est-à-dire des maisons accolées, exactement symétriques. Celle-ci est restée comme elle était, sans doute, elle doit dater des années 1880, et celle-ci a été rénovée. Et il y a une perte. Alors, c'est pas grand-chose, évidemment. C'est juste que, par exemple, le chaînage ici, qui était dit en harpe, c'est-à-dire avec une pierre tantôt étroite, tantôt large, comme vous voyez, il a été régularisé. C'est plus simple à faire. Et ces jolies moulures en arc segmentaire, c'est légère partie, on a un peu tout lissé pour faire ça. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais ça change tout quand même. Donc, c'est des transformations importantes. Bon, là, j'ai vraiment exagéré, j'ai pris la plus moche de toutes, mais il s'agit d'une très belle porte charretière, vous voyez, oui, une grange avec une porte monumentale qui devait faire passer des charrettes énormes. Bon, évidemment, il n'y a plus de charrettes aujourd'hui, mais là, la transformation a été forte. Les murs, c'est vraiment ce qui fait la physionomie aussi de nombreuses... alors, pas trop à Bagneux parce que c'est quand même urbanisé, mais il y en a. Mais voilà, les murs, quand on n'y prête pas attention, ils perdent de leur qualité alors que ça peut être extrêmement important. Bon, évidemment, il y a les agrandissements. Quand je vois cette photo, je pense toujours à la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Donc c'est un petit pavillon de villégiature, et puis qui a été agrandi, mais de manière quand même un peu, pas très réfléchie. Ce qui menace beaucoup le patrimoine aussi, ce sont les enseignes. Alors voici 2 maisons, 2 villas, enfin d'anciennes villas, au Murau. Et vous voyez celle-ci, elle a conservé son mur, son portail, son entrée. Puis celle-ci, le mur a été éventré pour que les voitures puissent venir. Et donc les enseignes commerçantes, on va dire, l'ont transformé. Et voilà un autre exemple tout frais, celui-ci, que j'aime beaucoup. Donc, on est à Meulan, là. C'était la maison Paul Griennet, faïencerie, qui vendait des assiettes, des faïences, comme le montrait sa façade, en fait, que vous avez encore là. Vous voyez, c'est assez fantastique, c'est plein d'assiettes. Il y a ce gros vase au milieu. Mais alors, vous voyez, les assiettes commencent à se casser la figure. Là, il en manque une. Il y en a une autre qui est aussi ici disparue. Et puis l'enseigne a vraiment complètement effacé cette jolie boutique. Alors, dans les menaces, évidemment, il y a l'automobile. Ça, c'était une porte charretière qui n'avait pas la dimension standard pour mettre une porte de garage, donc on l'a baissée. Voilà un autre exemple ici. On est à Freneuse, donc une maison avec une porte charretière aussi qui a été surbaissée.
Et la voiture, elle est envahissante. Là, de nouveau, on est à Meulan. Ce que je voulais montrer, c'est tous ces panneaux, toute cette signalétique qui, quand même, nuit un peu à la qualité de l'ensemble. Alors que Meulan, c'est une ville médiévale. Au XIIe siècle, les comtes de Meulan, c'était les favoris, enfin, des gens très proches du roi. Et ils ont donné naissance à une ville fortifiée, enfin, vraiment très importante. Mais ce passé-là est un petit peu oublié. Alors, là, je vais me faire une des menaces sur le patrimoine, c'est aussi le développement durable. Bon, là, c'est vraiment le summum. Mais quand même, le fait de doubler les maisons, alors il y a quand même des décisions importantes à prendre. Si on les double à l'intérieur, évidemment, on ne change pas la façade, mais on réduit son intérieur. Quand on a une petite maison, c'est quand même ennuyeux. Et si on les double à l'extérieur, comme ici, on a du poids ou autre chose d'ailleurs, et du coup, la qualité patrimoniale de l'édifice diminue. Et puis, la dernière étape, et je vais m'arrêter là, des menaces sur le patrimoine, c'est la disparition. Alors, vous avez ici un abri de cantonnier. C'est pas grand-chose, un abri de cantonnier. Pourtant, celui-ci, déjà, il est particulièrement soigné. On est à Achères, dans la plaine d'Achères. Vous voyez la plaine d'Achères derrière. C'était... Il nous raconte une histoire extraordinaire. À Achères, donc à la fin du XIXe siècle, les eaux usées de Paris sont arrivées par des émissaires. Et on épandait ces eaux usées pour enrichir la terre et pour épurer l'eau sur les champs qui se trouvent ici. Et ces terres appartenaient à la ville de Paris. Elles étaient entretenues par des cantonniers payés par la ville de Paris, qui mettaient leurs outils dans ces jolies édicules, donc on appelle un abri de cantonnier. Et vous voyez, malheureusement, on voit le ciel à travers son toit. Moi, je lui donne 5 ans à vivre, et encore, je suis généreuse. Donc, le patrimoine, là, on est vraiment dans le patrimoine ordinaire, mais qui a tellement de choses à dire que ça serait dommage qu'il disparaisse. Je vous remercie.